Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. Les zones humides, les forêts et les océans sont considérés comme les trois principaux écosystèmes de la Terre qui nourrissent et enrichissent la biodiversité mondiale. Si les océans et les forêts sont souvent comparés aux poumons de la planète, les zones humides en sont les reins. Toutefois, ces zones humides si essentielles à l'équilibre de la planète ont été gravement endommagées par l'action de l'homme à travers les défrichements, les boisements ou les reconversions irrationnelles. Quelle importance revêt la protection des zones humides? Quel est le bilan actuel des travaux de protection? Aujourd'hui, nous allons en discuter par liaison vidéo avec M. Jia Yongping, conseiller principal en stratégie neutralité carbone pour Tencent, et Mme Yu Jia, professeure à l'Université de Pékin et première représentante de la Chine nommée leader des énergies du futur par le Conseil mondial de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février avec chaque fois un thème différent. Et le thème choisi cette année est Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. Madame Yu, pourquoi la protection des zones humides est-elle jugée si essentielle? En fait, les zones humides comprennent les marais, les plages et les lacs. En fait, tout ce qui se trouve entre la terre et les eaux. Il y a multiples fonctions des zones humides. La liste est très longue, donc ici, je vais en mentionner cinq. Premièrement, une fonction hydrologique. Les milieux humides sont des éponges naturelles parce que les zones humides peuvent absorber de l'eau, de pluie pour la garder dans le milieu naturel. Et les zones humides peuvent diminuer aussi l'intensité des inondations. Et deuxièmement, une fonction biologique. Et les zones humides sont des habitats pour les espèces végétales, mais aussi pour les espèces animales, comme les poissons et les oiseaux. Et troisièmement, il y a une fonction climatique très importante, mais peu connue. Les zones humides sont des puits de carbone les plus efficaces de la planète. Et donc, les zones humides offrent une solution naturelle pour réduire les émissions de CO2. Et quatrièmement, une fonction physique. Les zones humides sont des filtres naturels, comme les reins des bassins, qui contribuent donc à l'amélioration de la qualité de l'eau. Et enfin, une fonction de biodiversité. Les zones humides sont très riches et comprennent beaucoup d'espèces de plantes et d'animaux, comme oiseaux, poissons, insectes, etc. Et en somme, les zones humides sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Par exemple, objectif 16 qui vise à garantir la gestion durable pour l'eau pour tous. Et l'objectif 14 sur la conservation et l'utilisation durable des océans. Et objectif 15 lié à la vie sur Terre. Et l'écosystème des zones humides joue un rôle essentiel dans le cycle mondial du carbone. Ces dernières années, les émissions de carbone des zones humides sont devenues un secteur important en matière de recherche sur le changement climatique. Monsieur Chai, pouvez-vous nous expliquer concrètement les liens entre les zones humides et les questions liées au changement climatique? Oui, merci pour votre question. Mais avant de répondre à votre question, je me permets de revenir un peu sur les fonctions en général des zones humides. En fait, si on regarde autour de nous, les êtres humains, les écosystèmes dans l'ensemble, il y a quatre éléments. Je parle de quatre éléments au sous-système. Un, c'est l'atmosphère, c'est l'air qu'on respire. Et deux, c'est la terre où on habite. Et trois, les océans, la mer profonde. Tous ces trois sous-systèmes sont bien connus, mais entre ces trois sous-systèmes-là, il y a un quatrième, c'est-à-dire les zones humides, l'objet de notre conversation aujourd'hui, qui sont beaucoup moins connues du biblique, mais tout aussi indispensables. En fait, aujourd'hui, il y a un grand problème avec l'atmosphère. Le réchauffement climatique est devenu une menace pour l'humanité entière. L'accord de Paris a fixé l'objectif de limiter la hausse
de température à moins de 2 degrés. Mais pour atteindre cet objectif, le monde est mobilisé pour développer massivement des énergies renouvelables comme le solaire, les éoliennes. C'est un peu mon travail tous les jours pour remplacer les énergies fossiles et réduire les émissions de carbone. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y aura toujours un excédent de carbone dans l'atmosphère. Donc, on essaie de le stocker dans les forêts, en terre, ou accroître le stockage dans les océans. Vous voyez comment les trois systèmes se relient, l'air, la terre et la mer. Mais la boucle n'est pas bouclée sans parler des zones humides. En effet, en plus des fonctions mentionnées tout à l'heure par Dr. Yujia, les zones humides peuvent être des sources des énergies aussi. Par exemple, les bois de mangrove sont utiles comme combustible de cuisine ou de chauffage. De la même façon, les tourbières peuvent être utilisées comme combustible aussi par les ménages, surtout dans les pays pauvres. Mais dans ce cas, on doit faire très attention quand on parle des fonctions des énergies des zones humides, parce que les tourbières, les mangroves, stockent de grandes quantités de carbone. Les tourbières couvrent juste 3% de la Terre, mais retiennent près de 30% de carbone, c'est-à-dire 2 fois plus que toutes les forêts réunies sur la Terre. Comme disait Dr. Yujia, les zones humides sont des puits de carbone les plus efficaces du monde. Par conséquent, on doit protéger ces zones humides sans les brûler comme des combustibles. Lorsque les zones humides sont traînées ou brûlées pour l'urbanisation ou la plantation, les puits de carbone deviennent alors des sources des émissions de carbone. Donc, on doit les protéger. Actuellement, les émissions de carbone de tourbières traînées ou brûlées représentent environ 10% de toutes les émissions annuelles des combustibles fossiles. Il faut donc arrêter d'utiliser les mangroves et les tourbières comme simple combustible. Enfin, pour limiter le réchauffement climatique, les zones humides offrent une solution naturelle pour rendre notre ambition climatique plus réaliste. Voilà un peu ma réponse à votre question. C'est un peu long. Merci. Et le livre blanc sur la situation écologique des zones humides d'importance internationale en Chine, publié le 19 dernier, montre qu'à l'heure actuelle, l'état écologique des zones humides d'importance internationale en Chine est globalement stable. La qualité globale de l'eau suit une tendance positive. La richesse de la biodiversité a augmenté avec 2258 espèces végétales et environ 260 espèces d'oiseaux réparties dans les zones humides du pays. Madame Yu, pouvez-vous nous livrer une analyse plus détaillée de l'état actuel des zones humides en Chine? Oui, d'après ce livre blanc, l'écologie des zones humides en Chine s'est améliorée avec une meilleure qualité de l'eau et de la biodiversité. C'est une bonne nouvelle. La protection des zones humides en Chine est passée par trois étapes. Une première étape de collecte des données et surveillance pour bien comprendre l'ampleur des problèmes. Et deuxième étape, il s'agit de la protection d'urgence pour les zones en danger immédiat. Et troisième étape, c'est une protection globale et complète au niveau national. Et depuis ces dernières années, la Chine a beaucoup fait pour la protection et la restauration des zones humides. Le gouvernement a investi près de 20 milliards de yuan depuis 15 ans et mis en œuvre plus de 4100 projets pour la protection et la restauration écologique des zones humides. La Chine a désigné 64 zones humides d'importance internationale et créé plus de 600 réserves naturelles de zones humides et plus de 1600 parcs de zones humides. Et en particulier, face au manque de réalimentation naturelle en eau de 9 zones humides, des mesures de réalimentation artificielle en eau ont été prises. Donc, à l'heure actuelle, les zones humides en Chine abritent plus de 2200 espèces de plantes et de 260 espèces d'oiseaux,
On a même vu des oiseaux rares réapparaître dans certaines zones humides en Chine. Et avec 4% des zones humides du monde, la Chine répond aux besoins d'un cinquième de la population mondiale pour la protection, la vie, l'écologie et la culture des zones humides et a apporté d'importantes contributions à la protection et à l'utilisation rationnelle des zones humides mondiales. Et voilà la réponse de ma part. Et cette année marque le 30e anniversaire de l'adhésion de la Chine à la Convention sur les zones humides. Et les travaux de protection des zones humides entrepris durant ces 30 années ont donné d'excellents résultats. Monsieur Chai, pouvez-vous nous expliquer quels sont les principaux travaux qui ont été mis en place pour protéger les zones humides? Oui, je pense qu'il y a deux modèles, je voulais mentionner comme exemple de nos travaux sur les zones humides en Chine. Premièrement, il y a un modèle de succès en Chine, c'est la notion et l'application des parcs nationaux des zones humides. Depuis 2005, ces parcs de zones humides ont été établis à travers tous les pays. Le parc national des zones humides est divisé en général en trois parties, aux trois zones fonctionnelles. Une zone de conservation, une zone de restauration et une zone d'utilisation. En général, la partie de la zone d'utilisation ne dépasse pas 10% de la surface d'un parc. La fonction principale de ces parcs est de protéger les écosystèmes des zones humides. En même temps, les zones d'utilisation comme éducation, la recherche, tourisme écologique et élevage écologique sont possibles dans ces parcs. Ces parcs ont efficacement protégé 2,4 millions d'hectares de zones humides en Chine. Je pense que c'est une pratique innovante et d'un point de départ important pour la protection et la restauration des zones humides dans tous les pays. C'est un premier exemple. Et il y a un autre modèle, je pense que je vais mentionner, c'est la protection des zones dites petites et micro-zones humides. En fait, ce sont des petits lacs, des réservoirs, des étangs ou des zones humides artificielles de petite taille. Bien que les zones humides, ces mini-zones humides soient relativement petites, et la restauration ces zones-là sont très importantes pour améliorer, créer un microclimat où le meilleur cadre de vie et à réduire la pollution. Et malgré les résultats obtenus durant ces 30 années, quels sont les principaux défis et les principaux obstacles auxquels sont confrontés aujourd'hui les travaux de protection des zones humides en Chine? Madame Yu. Bien que la protection des zones humides en Chine ait fait beaucoup de progrès, mais en raison de divers facteurs tels que l'urbanisation et le développement économique, les zones humides sont toujours confrontées à des menaces potentielles comme l'invasion des plantes exotiques, la pollution environnementale et la surexploitation. Et surtout, la surexploitation reste un gros problème, c'est-à-dire l'occupation et la transformation des zones humides en hôtels, golf, plats de touristes, etc. Et il est aussi urgent de créer un système national d'information sur la gestion des zones humides pour renforcer la survie et surveillance comme une base de prise de décision au gouvernement à tous les niveaux. Il est aussi nécessaire de bien suivre et mesurer les stockages ou les émissions de carbone. Je pense pour cela, les technologies digitales peuvent être très utilisées et les sociétés de haute technologie peuvent y bien contribuer. Et enfin, dans le domaine de la gestion des zones humides, souvent il manque des professionnels compétents. En fait, la science des zones humides est une discipline nouvelle et très complète qui intègre des connaissances en écologie, foresterie, conservation de l'eau, terre, météo, gestion et planification environnementale. Donc, il est très nécessaire de promouvoir l'éducation et la formation des experts dans les universités comme je travaille. Et Madame Yu a
a parlé de la haute technologie employée dans la protection des zones humides. Monsieur Chai, pouvez-vous nous donner quelques exemples? On a parlé des fonctions climatiques des zones humides et quand on parle de la fonction stockage de carbone de ces zones humides, il y a une question tout de suite, combien? Quelle est la quantité stockée dans ces zones humides et comment les mesurer, la surveiller et en fait préparer une politique efficace pour les protéger. Donc, je pense que les hautes technologies, les technologies digitales peuvent être utilisées pour mesurer exactement la quantité de stockage et les émissions si on brûle les mangroves. Donc, il est très nécessaire d'appliquer ces technologies dites digitales pour mesurer le suivi de ces zones. Et la Convention sur les zones humides a pour mission la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides à travers des actions nationales, mais aussi par le biais de la coopération internationale. Monsieur Chai, quelles sont les coopérations internationales importantes auxquelles la Chine a participé? Et la Chine, en fait, est très active dans la scène internationale, comme elle a adhéré à la Convention sur les zones humides en 1992, donc il y a 30 ans exactement. Depuis, la Chine a participé à préparer des règles internationales. Par exemple, j'ai parlé des mini et micro-zones humides. En fait, c'est la Chine qui a soumis le projet de résolution sur la protection des petites et micro-zones humides. Ça a été adopté à la 13e conférence des parties des zones humides il y a quelques années. Et grâce à la coopération internationale, la Chine a pu apprendre des bonnes pratiques des autres pays et la Chine commence également à partager ses expériences dans le domaine des zones humides avec d'autres pays. La Chine donc a joué un rôle très important en proposant des exemples, des solutions concrètes pour gérer les zones humides. J'ai parlé des deux modèles tout à l'heure. En fait, ces travaux sont très utiles pour d'autres pays. La Chine a organisé des séances de formation pour les pays étrangers. Déjà, on compte 150 fonctionnaires experts des zones humides dans plus de 20 pays qui ont participé aux séances de formation sur les expériences, expertises de la Chine. Et enfin, la ville de Wuhan, la capitale de la province de Hubei, en Chine centrale, va accueillir cette année la 14e session de la conférence des parties des zones humides. Le thème sera, comme on a parlé, c'est des actions en faveur des zones humides pour l'homme et la nature. Cette conférence-là sera un moment très important où toutes les parties vont venir faire le bilan, le point des progrès accomplis, élaborer des politiques d'action nécessaires pour inverser la tendance des pertes subies par des zones humides. Ce sera aussi une autre opportunité importante pour la Chine de partager encore une fois le concept de civilisation écologique avec d'autres pays du monde. Avez-vous participé à certains de ces projets ou à d'autres projets qui sont liés à la protection des zones humides? Il y a un projet qu'on a travaillé dans les provinces de Jiangsu, c'est des zones humides à Yancheng, qu'on a financé en tant que membre de la Banque asiatique de développement. En fait, j'ai travaillé à la BAD, la Banque asiatique de développement, pendant 20 ans. Donc, notre projet à Yancheng, c'était un des exemples qu'on a financé pour améliorer les zones humides. C'était à Jiangsu. Et Madame Yu, avez-vous des expériences personnelles sur ce sujet? On a conduit un projet en Afrique. Parce qu'avant, j'ai travaillé dans une société d'État chinoise dans le domaine de l'énergie
Et je me rappelle très bien, on a un projet de mine et la transformation sur place. Et quand on a bien planifié la route de transport de mine, donc il y a un chemin de grenouilles. Donc on doit dépenser plus d'argent pour bien protéger ce chemin de grenouilles. Donc il y a presque 15 ans. Dans ce moment-là, c'est pour les investisseurs chinois, c'est très. On peut comprendre qu'il faut dépenser plus pour bien protéger l'environnement, mais en ce moment-là, il est très surprise pour nous de dépenser plus pour bien protéger les grenouilles. Mais maintenant, je pense que petit à petit, on a conscience de ça et on pense que c'est la responsabilité de chaque personne de bien protéger les biodiversités, même les petits animaux comme les grenouilles. Et susciter la conscience et l'attention du grand public. Sur le plan international, quelles sont les grandes réussites dans le domaine de la protection des zones humides qui font figure d'exemple, Madame Yu? Oui, je me permets de citer un bon exemple en Chine, mais avec une coopération internationale. C'est aux provinces de Liaoning et pour la restauration de deux zones humides majeures avec le soutien de l'Agence française de développement. C'était le premier projet dans le domaine de la biodiversité que l'AFD a soutenu en Chine. Et le projet était un grand succès en termes de restauration écologique. Le projet concerne deux zones humides majeures au nord de la Chine, et l'une près de la ville de Panjin et l'autre sur le lac Wulong de Kangping. Ces deux zones humides, dont la première a été inscrite sur la liste des sites Ramsar et assure la continuité de la voie migratoire des oiseaux d'Asie de l'Est et constitue d'importantes ressources pour l'économie locale. Et le projet permet de restaurer ces deux importantes zones humides et de développer de nouvelles fonctions économiques comme pêche et aquaculture, écotourisme, et aussi de social comme lieu de découverte et d'éducation, emploi. L'équipe de l'AFT a apporté un soutien technique pour bien aider à la gestion des eaux et pour le suivi des populations d'oiseaux migrateurs. Et 36 petites îles servant d'habitat aux oiseaux ont été construites. Avec ce projet, les zones humides ont été redevenues une zone d'habitat majeure pour les oiseaux venant d'Australie et accueilli de grues de Sibérie, une espèce en danger critique d'extinction. Et les autorités locales ont pu développer le tourisme vert. Ces sentiers de promenade ont été créés avec des tours d'observation des oiseaux. Et ce projet est exemplaire de la coopération internationale en matière de protection de l'environnement. Et l'un des matériaux génétiques du riz hybride inventé par le professeur Yuan Longping, le célèbre agronome chinois, est une espèce de riz sauvage récolté dans les zones humides de la province de Hainan. C'est un très bon exemple. Monsieur Zhai, existe-t-il d'autres exemples marquants en matière de protection de la biodiversité? Pour répondre à votre question, je continue sur mon exemple à Yancheng. C'était donc dans la province de Jiangsu en Chine. Dans le passé, les zones humides de Yancheng ont beaucoup souffert d'une dégradation très rapide. Plus de la moitié des zones humides avaient disparu à cause de l'expansion urbaine et la pollution. En vue de ces problèmes, donc, la Banque asiatique de développement, la BAD, a financé ce projet à Yancheng, à Liaoning, pour introduire une approche de gestion intégrée des écosystèmes avec la gestion durable des forêts, des pratiques agricoles et de pêche dans des zones humides de Yancheng. Au total, plus de 400 hectares de zones humides ont été restaurées. Le nombre d'espèces d'oiseaux dans ces zones-là a augmenté de 50%. Ce projet a aussi augmenté les puits de carbone dans les zones humides et créé près de
3 000 emplois dans la région. On est très content de voir que la moitié des 3 000 emplois, c'était pour les femmes. Donc, grâce à ce projet, le site des zones humides de Yancheng a été inscrit sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2019. C'était un événement symbolique, mais aussi très important pour la Chine. Et en 2021, la Chine a promulgué une loi sur la protection des zones humides qui entrera en vigueur le 1er juin de cette année. Et Madame Yu, quels effets auront-elles cette loi sur la préservation des zones humides? La protection des zones humides est étroitement liée à la protection, la gestion des ressources environnementales telles que l'eau, les terres agricoles, les océans, les forêts, la pêche, les animaux et les plantes, ce qui implique de nombreux domaines et départements. Et la loi sur la protection des zones humides qui sera mise en œuvre le 1er juin de cette année est extrêmement importante. La loi met en place un système de gestion et de contrôle des zones humides et clarifie la répartition des responsabilités à tous les niveaux. Et en plus, j'ajoute qu'au niveau local, il y a aussi 28 provinces qui ont promulgué des régulations de protection des zones humides. Et surtout, la nouvelle loi introduit une liste négative pour l'utilisation des zones humides, l'occupation des zones humides nationales par des projets de construction est strictement limitée. Les mangroves et tourbières sont spécialement protégées. Et pour que ces lois soient effectivement appliquées, il est important d'adopter une approche participative pour la protection des zones humides, avec la participation des autorités locales, des entreprises publiques et privées, mais surtout les communautés, c'est-à-dire tout le monde. Et pour conclure, la Chine va sûrement continuer ses efforts pour la conservation des zones humides et surtout restaurer les zones humides disparues et aussi de former les professionnels pour améliorer la capacité de gestion des zones humides. Et plusieurs événements internationaux liés à la biodiversité auront lieu cette année. À quoi peut-on s'attendre de ces événements, Monsieur Chai? Oui, je pense que chaque année, il y a une série des événements, mais sur les zones humides, cette année, c'est très, très important parce que il y a une conférence dont je parlais, de conférence à Wuhan. Il y a aussi une conférence à Kunming qui va parler de la biodiversité. Donc, on va préparer des feuilles de route pour répondre aux questions climatiques, mais aussi une question de développement soutenable dans ce monde où on a un défi climatique, c'est sûr, mais aussi dans les pays de développement, on a aussi un défi de pandémie, aussi défi d'alimentation. Donc, face à ces multiples défis, je pense que c'est le moment, cette année-là, de se réunir, de faire le bilan pour voir des progrès, mais aussi voir, très important de voir quelles sont les politiques qui seront cohérentes pour répondre à ces multiples challenges ou les défis sur le plan climatique, sur le plan sanitaire. On a toujours sur ce problème de Covid-19 et aussi dans beaucoup de pays de développement, on a toujours un défi d'alimentation. Donc je pense que cette année-là, c'est un moment crucial pour le monde. Je vous remercie, Monsieur Jia Yongping et Madame Yu Jia, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré toutes vos analyses sur ce sujet. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.